Donc, on a constaté, nous, que la répression et la violation des droits humains se poursuivaient au Chili de manière constante. C'était pas une semaine après le 18 octobre, c'est quelque chose qui est constant. Les manifestations aussi sont constantes. C'est tous les vendredis soirs à Santiago, à Antofagasta, au début c'était 3 fois par jour, et là c'est 3 fois par semaine. Alors, 3 fois par semaine, c'est énorme. C'est énorme. Donc, c'est que les choses continuent. Je vais vous parler de quelque chose qu'on a, moi, qui m'ont particulièrement frappé. Là, quand on dit des blessures par balle de la police, c'est qu'ils tirent les manifestants avec du plomb. Je ne sais pas si vous connaissez la différence entre une carabine et un fusil. Une carabine, ça envoie comme une balle. Puis un fusil, c'est comme des douilles, un peu comme des douilles de 12, c'est-à-dire que vous avez de la poudre à canon puis plein de petits projectiles, okay, un fusil. Donc, il les tire au fusil à plomb, mais avec des... On voit les douilles, on dirait des balles de 12, là, en fait. Là. Et puis, il les tire comme de pas trop proche, parce que trop proche, il les tuerait carrément avec ça, mais d'assez loin, mais ça leur rentre dans la peau. Alors, tu sais, puis des fois, là, il y avait une médecin qui me disait, moi, sur... Une étendue grosse comme ça, j'ai récolté 12 plombs de la taille d'une lentille sur quelqu'un qui avait pénétré à, je sais pas, 1 centimètre peut-être. Donc, c'est d'une violence extrême. Et puis quand ils visent avec les lacrymogènes pour les envoyer, ils visent la tête. Là. Et c'est comme ça que les gens perdent les yeux puis se font des fractures crâniennes et des traumatismes crâniens. Et ils leur tirent aussi une autre chose, c'est des balles de caoutchouc, mais version totalitariste, c'est-à-dire que c'est des balles en fait qui sont en fait de plomb, grosses comme des billes là, avec lesquelles on jouait au primaire, mais enrobées de caoutchouc, mais d'une fine couche de caoutchouc. Donc ces balles-là sont tellement à la fois lourdes puis puissantes que ça rentre dans la peau. Et ça peut rentrer de quelques centimètres. Là. Alors, mais en même temps, ça rentre pas assez pour perforer puis transpercer l'être humain puis faire une hémorragie puis faire qu'il meure, mais ils s'en retrouvent avec ça dans le dos, dans les bras, dans les jambes, plusieurs tu sais, ça. Alors, et les médecins qui nous ont raconté ça, parce qu'il y a beaucoup de médecins justement bénévoles qui vont sur le site des manifestations avec des brassards blancs avec une croix rouge pour signifier qu'eux, ils sont là pour soigner les gens. Il y a énormément de gens, pas juste des médecins, des infirmières, des infirmiers, des ambulanciers, des gens du système de santé qui, eux, le vendredi soir, c'est leur bénévolat depuis le mois d'octobre. Ils vont tous les soirs à Place de la Dignité ou ailleurs quand c'est dans d'autres villes. Et puis là, bien, ils attendent que la répression commence et puis ils soignent les gens. Et puis, il faut qu'ils soient là pour retirer les plombs des gens, parce que les plombs, les gens ne veulent pas aller à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, les carabineros les attendent pour les amener au poste de police. Et quand ils vont au poste de police, ben là, ils vont se faire battre, les filles vont se faire agresser sexuellement, c'est quasi automatique. Donc, les gens vont manifester avec un masque à gaz, des lunettes de ski, là, mais pas pour le ski, pour les yeux, pour protéger les yeux. Ils vont là avec des lames de rasoir pour s'opérer eux-mêmes, pour se retirer eux-mêmes les perdigones, les plombs. Alors, je veux dire, imaginez les risques d'infection, là, juste, c'est complètement hallucinant. Et puis, quand les pratiques dans les commissariats de violation sexuelle, d'agression, ce qui nous est décrit, c'est, oui, des viols, certainement, mais aussi, systématiquement, ils vont demander aux femmes de se dénuder et d'avoir des... ils vont leur dire de se mettre dans certaines positions, de faire comme des exercices, de s'accroupir, en fait, pour les humilier, en fait. Et après ça, ils vont les menacer de les violer, menacer de violer leur famille, menacer de les frapper, menacer de les tuer, menacer de tuer leur famille. Et ils vont, dans certains cas aussi, les violer. Mais l'affaire de mise à nu, c'est systématique. Alors, c'est vraiment grave. Et c'est là qu'on voit qu'il y a c'est presque un protocole. C'est pour ça qu'on parle de violence systématique des droits humains et que c'est terrible. Et il y a vraiment aussi un autre terme. Quand je vous disais tantôt, il y a des termes importants qui nous ont dit « Attention, ça, il faut leur parler ». L'autre terme, c'est les violences politico-sexuelles. Alors, c'est quoi la différence entre une violence sexuelle et une violence politico-sexuelle? Bien, la différence, c'est que la violence politico-sexuelle, c'est un acte de domination qui a pour but la dissuasion et qui a pour but de dissuader l'engagement citoyen, la révolte,
et l'implication dans le mouvement social. Alors, c'est vraiment très grave, c'est quelque chose qui a un but politique. Et l'autre terme aussi qu'on nous a demandé vraiment, là, qu'eux ils disent c'est le meilleur terme qu'on a trouvé pour définir ce qui se passe, c'est le terrorisme d'État. Alors, terrorisme d'État qui est de susciter la peur, la crainte par des actes de violence pour créer de l'intimidation de masse, finalement, et de la terreur de masse. Alors ça, c'est des choses qui nous ont été partagées. Pour ce qui est de... C'est dur, hein? Ça, c'est le bout le plus dur. Antofagasta, on est allé une journée, ben en fait 2 jours, et ce qu'on a vu là, c'est qu'en fait, ben, c'est une ville qui est plus petite, c'est une ville minière du Nord, mais où la mobilisation populaire est, en termes de nombre de manifestations par semaine, plus importante en fait. Et il y a une situation particulière, par exemple, où on a rencontré une représentante de groupes de migrants qui, eux, sont installés dans, si on veut, les quartiers populaires dans la colline, sans eau, sans électricité, le fait d'habitations très, disons, vulnérables. Et il disait que ces quartiers-là subissaient de la répression particulièrement forte, particulièrement violente, dans les moments où il y avait justement de la répression des manifestations. Et voilà, on a parlé aussi à des médecins là-bas qui nous expliquaient un peu ce qui est fait, parce qu'ils disent que les policiers vont utiliser des lance-pierres avec des billes, hein, vous savez, comme des frondes avec des billes, pour blesser des manifestants, et qu'après ça, les blessures que les manifestants se font passent pour des blessures que les manifestations se font eux-mêmes. Hein? Donc, il va leur lancer des bouts de vitre, des morceaux de vitre, des billes, des choses comme ça, pour pouvoir après ça dire justement, ben non, ils se font ça tout seuls. Alors, c'est des tactiques sournoises, vraiment, qui n'ont rien à voir avec un corps policier qui est là pour protéger son peuple. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment, puis juste avant, puis après ça, je te laisse la parole, c'est que il y a une chose qui m'a marqué, moi, c'est aussi quand ils ont dit, ben, c'est un peu une classe sociale, les carabineros, depuis la dictature de Pinochet. D'une part, leurs pensions sont des pensions qui sont formidables par rapport aux pensions moyennes des gens. Alors imaginez ce qu'ils ont à perdre, ces gens-là, les carabineros, d'un point de vue très concret. Hein, tout d'un coup, ils passeraient d'une pension extraordinaire à la pension du bas de l'échelle. Ils ne veulent pas perdre ces choses-là. Eux aussi, ils ont constitutionnellement une autonomie très grande dans l'établissement des protocoles qu'ils vont utiliser pour, ben, dans ce cas-ci, faire de la répression. J'aurais voulu dire protéger la population, mais c'est faire de la répression. Donc, c'est comme s'il y a une espèce d'autonomie très, très malsaine, disons, en démocratie, qui les caractérise.